Madame la maire adjointe, bonjour. Merci d'être présente. Alors, je sais que vous étiez présente lors du lancement avec la ministre Jacqueline Gourault et le ministre du Commerce Alain Griset. Vous qui êtes à Dijon, qui avez été chef de cabinet du maire de Monsieur Rebsamen, vous avez une vision par rapport au numérique, par rapport aux attentes, bien entendu, de vos habitants, mais aussi également comme vous vous occupez du commerce, de l'artisanat dans le centre-ville, un peu comment vous voyez les choses dans les années qui viennent et par rapport à la crise qu'on vient de vivre. Alors, on a Nathan Mazzotti qui va s'occuper d'une synthèse de l'audition, et puis Constant Amblard-Papillon, que vous connaissez, qui va vous poser peut-être la première question. Peut-être en deux mots, je vous ai peut-être pas complètement présenté, et vous êtes membre du conseil d'administration de notre association Centre-Ville en Mouvement. Peut-être quelque chose à compléter? Non, je crois que vous avez fait une bonne présentation. Pierre, merci. Effectivement, je suis depuis peu, depuis le renouvellement de 2020, adjointe au commerce et à l'artisanat. Et effectivement, c'est avec beaucoup d'honneur et de plaisir que j'ai rejoint le bureau de Centre-Ville en Mouvement qui, et je dois le dire, et je pense que chacun le sait, est toujours à l'avant-garde des sujets qui concernent nos commerçants et nos centres-villes. Et c'est toujours un plaisir que de pouvoir répondre présent aux sollicitations de l'association. Voilà. Constant, c'est à vous. Première question. Oui. Bonjour Madame Béadef, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Donc première question, aujourd'hui donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte que le numérique était devenu incontournable et il nous suit vraiment dans notre... Est-ce que vous, au sein de votre ville, vous avez eu l'impression que vos administrés étaient de plus en plus en demande concernant justement le numérique, son développement? Je pense déjà que le développement du numérique et l'intérêt pour le numérique va au-delà de Dijon. Je crois que c'est aujourd'hui un phénomène national, un phénomène mondial qui s'installe. Aujourd'hui, la société va plus vite, la société dématérialise. On a face à nous différents modes de consommateurs, différents modes d'action qui font qu'on doit s'adapter au quotidien et forcément développer le numérique. On peut considérer que les administrés sont en demande lorsque nous mettons en face des réponses. Et aujourd'hui, effectivement, on met au niveau de la municipalité un ensemble de moyens pour permettre de répondre à ces attentes de la population, notamment dans le cadre, par exemple, de démarches administratives et la dématérialisation des démarches, ou encore avec la mise en place de pandas, on les appelle comme ça, c'est des lieux dans lesquels les personnes non équipées peuvent aller effectivement trouver l'outil numérique nécessaire, mais on a mis en place, et là c'est plus récent, les aidants numériques qui viennent accompagner dans leurs différentes démarches les administrés qui souhaiteraient pouvoir être accompagnés sur ce sujet-là. Et on retrouve nos aidants numériques dans nos sites, nos mairies annexes, dans nos établissements publics pour permettre cette rencontre avec les administrés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, c'est un phénomène qui existe à Dijon, mais c'est un phénomène qui va bien sûr au-delà. Aujourd'hui, 95% de la population a un téléphone portable, 77% ont un smartphone. On est sur une utilisation permanente aujourd'hui de plus en plus jeune. D'ailleurs, moi, je ne céderai pas. Mon fils est bien trop jeune pour avoir un téléphone, mais on se rend compte que très jeune, on s'intéresse à l'outil numérique informatique et que c'est un processus vers lequel on va par la force des choses, mais qui ne sera pas le seul moyen d'interaction avec autrui. Merci beaucoup. Alors du coup, est-ce que vous diriez que cette démarche, en tout cas, devient de plus en plus naturelle, même si on se rend bien compte qu'il peut y avoir quelques blocages, est-ce que cette demande peut devenir pérenne et naturelle dans les mois et les semaines à venir? De toute façon, oui.
ça fait effectivement déjà longtemps et ça va aller crescendo. Je crois que ce que tout le monde s'accorde à dire, c'est que la crise sanitaire que nous avons, la terrible crise sanitaire que nous avons vécue et que nous vivons encore, n'a fait que confirmer des choses qui existaient déjà. Je veux dire, le numérique, on le connaît en trois phases. Effectivement, il y a les années 80 avec la généralisation de l'ordinateur personnel et la naissance d'Internet. Il y a les années 90 avec l'explosion du phénomène Internet, hein, le réseau des réseaux. Et puis en 2000, l'apparition du smartphone que tout le monde a en main. Donc, si vous voulez, on est sur une progression qui n'est pas d'aujourd'hui. Le numérique est avancé par étapes. Et aujourd'hui, couper le monde des interactions a forcément conforter et confirmer cette nécessité de pouvoir continuer à faire tourner le monde, si vous me permettez l'expression, avec des outils dématérialisés et avec le numérique. Et on le déclinera peut-être tout à l'heure sur le e-commerce, concernant plus particulièrement l'aspect des commerçants. Donc oui, je pense qu'effectivement, je dirais pas, par contre, je ne dirais pas qu'aujourd'hui on est sur une démarche naturelle. Je crois que c'est un tout petit peu excessif de dire naturel. Je préfère parler d'outils et de services qui s'intègrent dans un environnement et sur lequel, pour certains, d'ailleurs, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a aussi un sujet du générationnel. On a une génération qui est née avec l'outil informatique. Et on a une génération qui n'est pas du tout née avec l'informatique et qui doit s'y adapter. Donc, chacun va pouvoir procéder par étapes. On a un phénomène global dans lequel le numérique apparaît indispensable, mais on a une phase, on va dire, d'appropriation par les administrés qui prend en compte différentes entrées, l'âge, bien sûr, la nécessité de formation, la familiarité avec l'outil. Nous, nos enfants, aujourd'hui, ils se servent du numérique mieux que nous. Enfin, ils ont un temps de réactivité qui est supérieur parce qu'ils sont nés avec. Donc aussi, charge à nous d'adapter notre accompagnement sur le numérique en fonction des publics en face. Alors peut-être comme ça, c'est une bonne transition par rapport à votre statut de maire adjoint au commerce et à l'artisanat à Dijon. Vous avez peut-être une vision par rapport à ce qui est en train de se passer. Dijon est une ville un peu en pointe, hein. Vous avez mis des actions en place pour vraiment sensibiliser les élus. Même nous, on est venus sur place parce que vous aviez plein de choses à montrer au niveau de la ville de Dijon. Comment vous voyez les choses et qu'est-ce qui a été mis en place concrètement sur la ville et le centre-ville de Dijon? Bien sûr, Pierre, effectivement, sur la métropole, sur la ville de Dijon, la croissance du e-commerce est de 70% entre 2015 et 2020, avec pour certains secteurs jusqu'à 14% de part de marché, avec des taux d'évasion commerciale entre 16 et 20%. Donc, on a quand même, effectivement, on constate clairement, même si j'ai lu les différents rapports qui expliquent qu'au niveau mondial, la part du e-commerce est 9,8%, je crois, du commerce global, mais il n'empêche qu'on a une progression très forte ces dernières années à laquelle on se doit, et la ville de Dijon et la métropole s'y sont attelés, on se doit de répondre ou en tout cas de proposer et de mettre en place des dispositifs pour accompagner cette transition. Alors, on a fait beaucoup de choses. Hein. On a mis en place, comme vous le disiez, en septembre 2016, on a lancé l'opération Centre-Ville Connecté, qui effectivement a réuni des centaines d'élus à Dijon, dans lequel on avait par une application un parcours client, depuis la gare jusqu'à notre hypercentre, en passant par des boutiques complètement connectées qui permettaient de vivre une vraie expérience du connecté. Et c'est quelque chose qui a fonctionné. On a évoqué la question de la géolocalisation, des apps mobiles, des QR codes, des réseaux sociaux, et voir comment on pouvait aussi mettre en place des essayages virtuels dans des boutiques. Donc effectivement, on a voulu par cela montrer, être tout de suite en avant. Dijon, je tiens à le dire quand même, on a toujours été une terre d'expérimentation. On est très porté sur l'expérimentation, faire des tests à taille humaine pour pouvoir s'orienter vers des dispositifs qui accompagneront effectivement au mieux et faciliteront la vie de nos administrés. On a au printemps 2016, c'est un exemple un petit peu différent, moins lourd, mais qui a du sens, on a mis en place un drive fermier avec la Chambre d'agriculture. Et je crois que c'est important de dire à cet instant qu'au-delà même
de l'aspect générationnel, on a aussi sur la question du numérique des gens qui sont plus ou moins éloignés du monde du numérique ou de cette sensibilité à l'outil numérique. Le drive fermier a permis d'agréger des producteurs locaux, des producteurs, des maraîchers locaux qui sont rentrés comme ça dans le numérique par cette première phase de drive fermier qui a regroupé plus de 40 producteurs et avec plus de 380 paniers vendus par semaine. On a aussi, en juin 2018, mis en œuvre, et c'était une promesse de programme de François Rebsamen, de mettre le Wi-Fi gratuit sur tout le territoire de la métropole, ce qui est le cas aujourd'hui. Partout où vous allez, vous pouvez vous connecter au Wi-Fi de la métropole et continuer à faire ce que vous devez faire avec votre smartphone ou avec votre outil numérique. C'est aussi une façon de donner accès, parce qu'on parle, effectivement, on va parler de plein de choses, on va parler de formation, on va parler de développement, de dispositifs, mais on peut aussi parler de couverture réseau. Parce que pour pouvoir utiliser l'outil informatique, il faut d'abord que le réseau soit développé sur le territoire. Et ici, à Dijon, en partenariat avec des opérateurs, nous avons développé la fibre optique, nous avons sur toute la métropole, et nous avons développé ce Wi-Fi gratuit. Et je crois qu'il est important que les collectivités aussi investissent en ce sens pour pouvoir offrir à ceux qui ne pourraient pas peut-être aussi s'offrir un abonnement numérique, de pouvoir accéder dans l'espace public en tout cas à Internet et en tout cas avoir un accès numérique. Et nous avons, et ça on n'en est pas peu fiers à Dijon, en novembre 2018 a été lancé le projet On Dijon. Alors On Dijon, c'est un projet de Smart City, de ville intelligente, qui met les citoyens des 24 communes de la métropole au cœur de la modernisation des services publics et de la gestion de l'espace public. Et en fait, grâce aux données numériques issues des équipements publics, Dijon va développer une initiative inédite, on est vraiment sur de l'inédit, d'une métropole intelligente qui s'appuie sur l'open data et qui associe les citoyens à la création de nouveaux services publics. C'est très important de dire que ce projet, pour ce projet, Dijon a été sélectionné parmi 473 projets issus de 57 pays différents. Et si le lauréat a été Singapour, Dijon est arrivé deuxième ex aequo avec les 7 candidats qui sont arrivés au bout de la démarche. Donc, c'est pour vous dire le caractère innovant, inédit et le positionnement de Dijon en tant que tel, en tant que Smart City, en tant que, je crois aussi, volonté de vouloir associer les administrés et donc nos commerçants forcément à la gestion de l'espace public via l'outil numérique. Donc, c'est un projet assez important, conséquent, de 105 millions d'euros, financé par la métropole, bien sûr, la ville de Dijon, la région Bourgogne-Franche-Comté, le Fonds européen de développement régional, le Fonds FEDER, qui a permis notamment, et ça c'est aussi une innovation, et c'est pour ça, c'est là les vertus du numérique, qui nous permettent de rénover plus de 34 000 points lumineux, 100% LED sur toute la ville. C'est d'autres choses, c'est la capacité de géolocaliser les véhicules, c'est la possibilité de pouvoir gérer sur un poste de pilotage connecté où sont réunis sur un même site nos agents de transport, la police municipale et la vidéoprotection, mais aussi notre partenaire sur la gestion de l'eau, pour pouvoir gérer l'ensemble des points sur toute la ville dans un poste de pilotage centralisé. C'est très important parce que ça permet forcément une fluidité de gestion sur l'espace public, mais ça permet aussi, via une application qui viendra dans un second temps, d'associer nos administrés à ce travail de gestion de l'espace public numérisé. On a également, en juillet 2019, mis en place des conférences, parce que je crois qu'il est important aussi de s'intéresser, de réfléchir aux questions du numérique. Et on a lancé une conférence sur le commerce 4.0 et le lancement aussi d'un dispositif MyShop 360 qui nous a permis en tout cas de présenter une révolution du commerce avec effectivement la digitalisation et la numérisation du commerce. Mais on a aussi mis en avant certaines contraintes logistiques durables pour le e-commerce, parce qu'effectivement, on ne peut pas évoquer le e-commerce sans évoquer la question de la gestion du dernier kilomètre, de la livraison et du caractère environnemental que devra porter cette gestion du dernier kilomètre.
On a lancé effectivement le dispositif MyShop 360. Alors ça, c'est fait en lien avec la Chambre de commerce et d'industrie, car ici à Dijon, et je voulais aussi le souligner, nous travaillons extrêmement bien avec nos partenaires sur l'ensemble de nos dossiers. Et je crois que c'est important de le dire, que ce soit les organismes consulaires ou les groupements d'entreprises ou les fédérations de commerçants. Mais en tout cas, avec la CCI, a été mis en place un diagnostic qui se fait en 3 étapes, hein, une étape diagnostique, une étape évaluation et une étape comparative où on va pouvoir établir les forces et les faiblesses de l'établissement sur son intégration à l'outil numérique. Ça a été lancé en 2020, début 2020. On est aujourd'hui à plus de 200 prestations faites en Bourgogne-Franche-Comté avec une analyse et un diagnostic individualisé, personnalisé à l'endroit du commerçant, puisque la cible a été le commerce de détail. Et si cette opération coûte en moyenne 2 100 €, il est important de dire que cela n'a rien coûté, puisque nous avons eu des partenariats qui nous ont permis de prendre en charge, via la chambre consulaire, mais la chambre aussi régionale de commerce et d'industrie, et la région, de prendre en charge ces diagnostics pour permettre aux commerçants de pouvoir faire un diagnostic, parce que c'est vrai que ça part aussi de là, hein. Avant de présenter des dispositifs, il faut savoir où on est, où on va, quels sont les besoins et comment on y répond et comment on s'adapte en fonction de la personnalité du commerçant, en fonction de l'activité, du secteur d'activité et en fonction de sa volonté aussi de développement. Enfin, j'ai envie de dire, comme beaucoup d'autres territoires l'ont fait, en avril 2020, on a lancé une marketplace. Bien évidemment, la crise du Covid nous a incité à accélérer des choses qui étaient en préparation et nous avons pu, grâce à des fonds de revitalisation notamment, et je crois que c'est important de dire que parfois dans le monde économique, on a des cercles vertueux qui permettent effectivement de soutenir dans le cadre d'une difficulté d'une entreprise, mais d'en soutenir une autre en obligeant les entreprises à reverser des sommes, en tout cas pour revitaliser les secteurs. Ça a été le cas à Dijon. On a pu financer une plateforme de marketplace qui a tout de suite suscité l'intérêt parce qu'on était au moment du Covid dans une phase où on ne savait pas vraiment où on allait. Hein. C'était le 17 mars dernier, 17 mars même il y a un an, puisqu'on a déjà passé le 17 mars 2021, où effectivement on ne savait pas trop où on allait et on était tous un peu là, un peu quoi de la situation, à se dire qu'est-ce qu'on va faire. Et François Rebsamen a tout de suite réuni l'ensemble des partenaires économiques du territoire, CPME, MEDEF, CCI, Chambre de commerce, Fédération Shopping Dijon et également la Chambre des métiers et de l'artisanat pour réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on fait. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y avait effectivement cette idée de numérisation, de marketplace qui était déjà en cours de travail et qu'on a confirmé. Alors, ce qu'on a remarqué sur la marketplace, alors oui, ce n'est pas toujours évident parce qu'elle est arrivée à un moment donné, on n'a pas pu ni former ni préparer. Donc, c'était, on va dire, un premier jet de ce qu'on va faire dans un second temps et que je développerai ensuite. C'est-à-dire qu'on a senti un intérêt, mais on n'était pas complètement prêt. Donc, pour pouvoir gagner, on va dire, en vue et en clic, on a proposé tout de suite des produits très promotionnels. On a constaté qu'on a tout de suite été sur des produits qui allaient jusqu'à 40% de réduction. Parce qu'il fallait attirer, il fallait toucher, il fallait attirer le client. Si on avait proposé les mêmes produits qu'en boutique, au même tarif, ça n'aurait pas fonctionné. On a aussi travaillé sur la rareté des produits, sur des niches ou sur des produits de saison, comme par exemple des vins 100% naturels ou encore des tasses pour le maté. Hein, c'est des exemples très précis, mais en tout cas, voilà. On a aussi travaillé sur la qualité et le local, en proposant immédiatement, comme nous avons un marché des Halles, nous avons les Halles de Dijon, qui est une très belle vitrine à Dijon, que je vous invite tous à venir voir d'ailleurs. En tout cas, on a des Halles et sous les Halles, nous avons des producteurs locaux et tout de suite, on a proposé sur la marketplace la possibilité d'acheter des paniers fermiers. Ça fonctionne. On sent bien que cette crise Covid, il y a la numérisation, mais il y a une volonté aussi de consommer mieux, de consommer bien, de solidarité locale, d'accompagner nos commerçants locaux en difficulté. Et je crois qu'effectivement, on a tout de suite voulu proposer un panier avec nos producteurs locaux. Malheureusement, même si pour nous, c'est quand même une opération très positive, elle demande vraiment à être relancée, à être retravaillée, redynamisée, parce qu'on n'avait pas suffisamment de photos, les gens étaient un peu dans l'urgence, on n'avait pas forcément beaucoup de produits. Donc,
ça nous a permis de voir là où ça pêchait et là où on va devoir travailler pour améliorer les choses. Et du coup, grâce à un nouveau fonds de revitalisation, il faut croire que les marketplaces sont assez sujettes au fonds de revitalisation, mais on a un nouveau plan de revitalisation qui va venir abonder effectivement la marketplace et qui va nous permettre notamment d'accélérer en termes RH, parce que malgré tout, ça demande du temps de travail et on a besoin d'avoir des professionnels, un webmaster, quelqu'un qui est pro des réseaux sociaux pour pouvoir accompagner nos commerçants, les aider à prendre en photo leurs produits, les accompagner, enfin voilà, faire quelque chose de plus qualitatif, même si on est assez fiers de ce qu'on a pu faire en peu de temps. Mais en tout cas, on a voulu relancer une seconde phase. Donc, on arrive effectivement sur une seconde phase où on va pouvoir refondre un peu le site en 4 mini-sites en fonction des ventes flash, des ventes en drive, des ventes hit, c'est-à-dire alimentaires. Et enfin, on va essayer de proposer aussi du service type conciergerie pour le consommateur ou alors mettre des liens directs entre acheteurs et consommateurs, entre vendeurs et consommateurs. En tout cas, voilà, on est en train de retravailler ce site qui sera, j'en suis sûre, beaucoup plus opérationnel, même si je salue le travail de la fédération Shopping Dijon, de l'ensemble des commerçants pour qui c'était pas évident, d'être entré sur ce créneau. En tout cas, voilà, on essaye vraiment d'être avant-gardiste, de faire plein de choses. On a ce sentiment aussi que le numérique va demander encore aujourd'hui, même si c'est un sujet dont on parle, comme je disais tout à l'heure, depuis des années. Mais ce n'est pas parce qu'on en parle depuis des années que c'est une évidence. C'est un outil au service d'un ensemble de choses. Le commerce doit rester un commerce physique. Il n'est pas question de dire que le numérique va venir être le grand remplacement du commerce. Le commerce restera le lien social. Le commerce restera l'échange physique et verbal entre un consommateur et un vendeur qui va lui apporter un conseil, qui va lui apporter des éléments qu'il n'aura pas face à son écran. On est dans l'omnicanal, on est dans le phygital, mais ça veut dire que c'est un ensemble de solutions qui se complètent et qui ne viennent pas remplacer les unes les autres. Et je crois que c'est important de remettre le commerçant au cœur de son activité première. D'ailleurs, j'en profite pour dire que là, on lance cet été une opération à Dijon qui va s'appeler la course de l'orientation du commerce en lien avec la CCI, où on va pouvoir présenter qu'est-ce qu'un commerçant, parce qu'on a beaucoup de présentations de métiers différents, mais très peu sur qu'est-ce qu'un commerçant. Et je suis persuadée que ça peut créer des vocations parce que le commerçant, c'est aussi beaucoup de qualité humaine et beaucoup d'investissement au local. Et on le remarque parce qu'on sent des difficultés d'arriver à cette solution numérique et qu'aujourd'hui, on a des phases. C'est-à-dire qu'on a des commerçants qui vont commencer par les réseaux sociaux. Et il ne faut pas confondre augmentation de la clientèle et visibilité sur les réseaux. C'est deux choses différentes. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une volonté d'y aller par étapes, par les réseaux, se faire connaître, parfois même mettre des pièces, des produits. On voit des ventes sur les réseaux qui permettent de se familiariser doucement. Et on a ensuite, effectivement, cette question du click and collect qui a été un lien, je trouve, le click and collect. J'entends ce que disent beaucoup. Bien sûr que le click and collect n'est pas la solution, évidemment. Mais c'est le trait d'union entre le clic, c'est-à-dire le numérique, et le collect, le lien physique. Et je crois que parfois, il faut savoir permettre aux uns et aux autres le temps qui leur est nécessaire pour la transition. Donc, on a des gens qui vont aller plus vite, des gens qui vont aller moins vite, et on se doit, nous, collectivité, de mettre en place les dispositifs pour permettre à chacun, à son rythme, de pouvoir se familiariser avec l'outil numérique. Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure des tranches d'âge. Par exemple, on voit qu'au niveau, là je vous parle du commerce, que certains commerçants qui sont jeunes, ils sont nés avec et il n'y a pas de problème, ils connaissent le numérique, les sites internet, les réseaux sociaux. Et ceux qui sont plus âgés ont plus de mal à se familiariser avec eux. Alors, moi, j'avais une question, c'est pour vous, quels sont les blocages aujourd'hui? Comment, alors vous nous avez parlé des agents numériques, peut-être qu'il faut absolument, parce que c'est vrai que les sites peuvent être très beaux au début, des sites de vente, mais il faut tous les jours mettre des nouvelles photos, des nouvelles promotions et tout, voilà. Et avant de passer aux dernières questions,
par rapport aux activités, est-ce que vous voyez certaines activités qui se débrouillent très bien avec la vente en ligne, avec Internet, et puis d'autres activités sur lesquelles on a plus de mal à vendre en ligne? De toute façon, on a des activités qui malheureusement ne peuvent pas être en ligne, ou en tout cas une partie. Je vais parler des coiffeurs que je fréquente régulièrement, mais c'est vrai qu'une prestation de coiffure ne peut pas, eux, ils sont en dehors, à moins de vendre effectivement les produits capillaires qu'ils pourraient vendre, mais en tout cas, ça représente une petite part de leur chiffre d'affaires. On a effectivement des commerces qui en sont exclus. On a à côté de ça des commerces pour qui ça devient de plus en plus facile. Mais je pense quand même que c'est très lié à la personnalité du commerçant et à ça. Je pense vraiment que si on est familiarisé avec l'outil, si on est formé, je crois qu'une des réponses à votre question, cher Pierre, c'est la formation. C'est la formation et l'habitude et l'exercice. Parce qu'il ne suffit pas, j'ai toujours dit, moi, dans la vie, il y a la théorie, il y a la pratique, ce n'est pas toujours très, très cohérent. Donc, si vous voulez, il y a la théorie, c'est-à-dire que la formation est nécessaire. Il faut qu'on forme. Les blocages, c'est souvent la formation. Et ensuite, ce sera la sensibilité. Mais la sensibilité, elle se développera avec l'usage. Et l'usage ne se fera que si on forme. Donc, en fait, c'est un ensemble de choses qui vont faire qu'on va familiariser moi-même. Moi-même, je n'étais pas extrêmement familiarisée à l'outil. Le fait, l'entraînement aussi, l'entraînement. Je veux dire, les réseaux sociaux deviennent une évidence quand on voit qu'autour de nous, tout le monde s'en sert et qu'on finit par s'en servir parce que c'est devenu le moyen de communiquer. Donc, il y a aussi tout l'environnement, la formation, l'environnement, l'habitude, l'usage. C'est comme ça qu'on va développer. Et ce qu'on constate aujourd'hui, par exemple, à Dijon, c'est que ceux qui se sont mis effectivement sur de la vente en ligne, et je parle des indépendants, hein, bien sûr, hein, je ne vais pas parler des sites concurrents qui nous font concurrence, je ne parlerai sûrement pas des GAFA. Mais en tout cas, on a des sites ici au niveau local qui fonctionnent bien, que ce soit en click and collect ou en vente en ligne, ben c'est souvent dans le textile ici. On a dans le prêt-à-porter, on a des chefs d'entreprise qui savent faire, qui font même des photos dehors, qui mettent les vêtements sur eux et qui les mettent sur les réseaux. Donc, il y a une interaction, voilà, c'est vivant, ça bouge. Mais je pense que c'est très lié à la capacité à gérer l'outil numérique. Voilà. Okay. Mais je ne constate pas particulièrement une branche plutôt qu'une autre. En plus, c'est assez différent parce que entre l'achat comme le textile ou l'achat en restauration. Parce que ça aussi, ça fonctionne bien. Hein. On a un site, sur le site de la plateforme Shopping Dijon, on avait aussi de la vente en ligne de repas dans les commerces, de livraison également. Ça fonctionne effectivement très bien. Mais on ne constate pas tout de suite, en tout cas pas tout de suite, de filière qui est plus à même. En tout cas, je parle vraiment du niveau local, sur l'hypercentre, sur ce qu'on a vu de ceux qui ont participé. On n'a pas de branche particulière, même si on sait que bon, bah, c'est un peu moins l'alimentaire, parce que l'alimentaire, on aime bien aller, puis c'est resté ouvert. Déjà, l'alimentaire est resté ouvert, donc on continue à aller dans les magasins parce que ça nous fait aussi notre sortie quand ça a été un confinement total. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est très lié à la personnalité du gérant, du commerçant, qui soit est déjà sensibilisé au sujet, soit qu'il va falloir qu'on accompagne vraiment par de la formation. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais ce qu'a proposé le gouvernement, c'est très intéressant, effectivement. Proposer l'accompagnement numérique, c'est une bonne chose. Proposer un chèque de 500 €, ça dépend ce qu'on y met derrière, ça dépend ce que ça coûte, et ça dépend quel accompagnement supplémentaire on peut y prétendre. Parce que ces 500 €, ce n'est pas juste mettre une plateforme. Déjà, ce n'est pas le montant de mise en place d'une plateforme ou d'un site. Parce qu'il faut mettre derrière la formation. Qui va former? Est-ce qu'on s'adosse à nos CCI? Est-ce qu'on a des organismes de formation dédiés? Qui va prendre en charge la formation de nos commerçants? Ensuite, il va falloir des gens qui vont aller dans les commerces pour leur montrer comment faire. Il va y avoir un accompagnement individualisé. C'est nécessaire pour certains. Ce ne sera pas tout le monde, mais pour certains. Il faudra, donc, ces 500 €, est-ce qu'ils vont suffire? Non. Est-ce que le commerçant, au sortir d'une crise qui a bouleversé le monde entier, va être en capacité d'investir sur un outil qui ne lui est déjà pas familier? Je ne suis pas sûre. Donc, ma question était celle-là aussi. Est-ce que le dispositif lancé par le gouvernement va pouvoir
permettre de mutualiser ces sommes sur, par exemple, des fédérations. Est-ce qu'une fédération pourrait être à même de mutualiser 500 € fois X commerçants pour proposer une plateforme qui soit plus efficace, où on aurait peut-être un équivalent temps plein qui pourrait la gérer au quotidien, où on aurait un référencement plus intéressant et une visibilité plus grande. Voilà. Donc, les dispositifs mis en place sont bien. Est-ce qu'on peut les améliorer? Est-ce qu'on peut aussi inclure vraiment la formation? Alors, je pense, Pierre, que vous m'avez parlé, mais je ne vous entends pas. Non, j'ai terminé non, parce que j'ai pas de micro, c'est pour ça. Non, mais je me disais, rapport au centre-ville, il y a plein d'autres actions et peut-être une question avant la dernière question, peut-être. Alors, on s'entend mal. Juste par rapport à la ville de Dijon, comment elle fonctionne aujourd'hui par rapport à un outil qui est en train de se développer, qui est l'outil des data. Ben, de toute façon, nous, les data, comme je vous le disais tout à l'heure, on l'a déjà lancé sur On Dijon, hein, qui va être aussi un recensement de données. Et je tiens à dire d'ailleurs, les data, c'est intéressant, mais il faut aussi, et je crois que c'est important, que les collectivités prennent la place qui est la leur, c'est-à-dire celle d'opérateurs de confiance pour la circulation et l'exploitation des données sur le territoire. On parle de data, c'est important, mais il faut aussi parler de cybersécurité. Et je crois que la collectivité arrive à ce moment-là dans ce rôle un petit peu de confiance, d'opérateur de confiance pour la gestion de ces données. Donc, on a effectivement mis en place on a un open data, on a effectivement Dijon Métropole une politique très active sur le sujet, avec des axes de développement qui sont actuellement à l'étude, notamment pour le lien et l'échange avec le citoyen, en promouvant une relation transparente entre la collectivité et les citoyens. La collectivité en rendant compte de son action et le citoyen qui se saisit de ces informations et devient un acteur du territoire en faisant des propositions. On a l'attractivité et la promotion du territoire, puisqu'en fait, avec effectivement ces données, on arrive à mieux présenter. Et j'ai là, par exemple, nous avons une marque territoriale à Dijon qui s'appelle Just Dijon et qui fait la promotion. C'est un outil de promotion du territoire. Et avec effectivement les données de tous ces data, on arrive effectivement à proposer, à présenter, à savoir ce qu'on attend de nous, à faire des études et des analyses pour savoir quel type d'entreprise souhaiterait s'implanter, quel autre mérite d'être accompagné. Bref, on arrive à analyser mieux notre territoire pour mieux être en proposition et mieux accueillir de nouveaux prospects. En troisième lieu, le troisième axe, c'est aussi la connaissance et le développement du territoire, grâce effectivement à la captation et à l'analyse avancée des flux de données, que ce soit les transports urbains, que ce soit la téléphonie mobile, les transactions diverses. On essaye de modéliser le territoire pour dégager des indicateurs, des tendances et même des analyses qui vont nous permettre de faire des prospectives. Exemple, on a mis en place des capteurs piétons. On a dans l'hypercentre des capteurs piétons. Ça nous a permis notamment, car la ville de Dijon s'est lancée dans un grand programme de piétonisation du centre-ville, ça nous a permis de nous rendre compte que si, durant les travaux, et on a bien entendu les commerçants, c'était difficile d'accepter une phase travaux pour piétoniser l'hypercentre, mais on a constaté derrière plus de 15 à 20% de flux supplémentaires sur les axes piétonisés. Donc, ça nous permet de voir comment ça fonctionne, d'analyser et de pouvoir effectivement modéliser. Je crois que c'est ça, modéliser notre territoire pour répondre aux besoins et aux usages de Dijon Métropole. Et par ailleurs, on a lancé des data challenges. Les premiers se sont un peu plus orientés vers des enjeux de mobilité,
Et donc, on a lancé à l'endroit des startups locales des data challenges pour répondre à des demandes, à des enjeux qu'on estimait nécessaires, que ce soit sur de la géolocalisation, que ce soit sur de la dématérialisation de tickets commerçants, par exemple, puisque nous avons une offre au niveau local avec la Fédération de Shopping Dijon, c'est-à-dire que les commerçants adhérents à l'association disposent de tickets gratuits de parking de 2 heures. Et aujourd'hui, c'était un ticket papier. On a travaillé avec une start-up pour proposer une solution dématérialisée dans le cadre d'un data challenge. On est en train d'en lancer un deuxième, là, qui est d'ailleurs en cours et jusqu'au 14 juin prochain, pour vous dire qu'on continue nos cycles de data challenge. On a lancé un cycle qui est plus orienté, on va dire, démocratie participative, comment prédire les dysfonctionnements des équipements publics, comment optimiser la collecte des déchets pour améliorer la propreté de la métropole, ou encore comment engager davantage les citoyens dans l'animation de l'espace public. Voilà, donc on essaye effectivement de développer des outils. C'est d'ailleurs dans cet esprit que Dijon Métropole va prochainement créer aussi donc un comité d'éthique sur la gouvernance des données urbaines qui impliquera bien sûr la métropole, mais aussi les partenaires publics et les partenaires privés et des personnes de la société civile pour être sûr de travailler ensemble sereinement sur la gestion de ces données et de pouvoir répondre au mieux aux attentes. On est en train de développer une app, comme on dit, une application qui va aussi venir dans cette optique pour ne pas limiter au seul périmètre des services régaliens de la collectivité, mais embarquer aussi progressivement au fil des versions successives de nouveaux services liés à la vie quotidienne sur le territoire, comme par exemple des services de civic tech et de démocratie directe, ou encore des services qui iront plus vers le monde marchand. Donc voilà, les data sont présents pour valoriser l'attractivité de la ville vis-à-vis des prospects. Enfin bref, on a mis en place beaucoup d'éléments et aussi des observatoires d'ailleurs qui vont nous permettre aussi de gérer toutes ces données, d'analyser, de savoir ce que l'on attend. On associe aussi le data à nos grands projets. Exemple, je pense que vous savez que Dijon a été retenu dans le cadre des cités internationales de la gastronomie. Et la data va également s'inscrire dans des projets tels que la Cité internationale de la gastronomie, dans le développement de l'open data, avec l'objectif de faire du village gastronomique un living lab, si vous me permettez l'expression, des pratiques d'achat et de consommation qui est inscrit chez nous dans le projet Territoire Innovation Alimentation Durable 2030, pour lequel nous œuvrons à une alimentation durable pour le territoire. Et en fait, on va effectivement essayer d'inclure tous ces dispositifs de data, de données dans nos différents domaines, parce qu'effectivement, c'est l'avenir, c'est aussi comme ça qu'on avance sur le territoire et qu'on peut disposer des données nous permettant finalement de mieux répondre aux attentes de nos administrés et d'être aussi en pointe sur ces sujets. D'ailleurs, Dijon a plusieurs filières d'excellence. Bien sûr, on a la santé, on a l'agroalimentaire avec la food tech, mais on a aussi une filière numérique conséquente sur le territoire de la métropole qui regroupe près de 360 entreprises et start-up et qui équivaut à peu près 2500 emplois sur le territoire. Et nous sommes tout à fait facilitateurs de ces startups en mettant en place aussi des espaces de coworking, en essayant de leur mettre à disposition des espaces d'expansion, de développement. Et c'est très important pour nous, cette filière numérique. Et bien sûr, elle se décline dans tous les secteurs et notamment dans le secteur du commerce. Merci beaucoup. Constant va vous poser la dernière question et sur laquelle vous avez 3 minutes pour répondre. Je dirais juste que Dijon est en pointe. Je dirais pas qu'il est en pointe. J'ai l'impression que tout ce que vous faites, vous pensez également à le numériser. Ça veut dire que toutes les actions que vous mettez en place, bien entendu, il y a la partie physique, il y a ce que fait une ville normalement, mais à chaque fois, vous pensez
au numérique et bravo. Et on voit qu'il y a une véritable volonté politique dans ce sens-là. Peut-être, Constant, je vous laisse poser donc cette dernière question. Oui, merci. Alors, dernière question du coup, pour voir un peu plus loin. Donc, la question est la suivante. Comment vous imaginez donc nos centres-villes et le monde commerçant en 2030? Voilà. C'est une question piège. Ou optimiste peut-être, une question optimiste aussi. Bah, comment je l'envisage? Je l'envisage déjà, vous avez dit le commerce de 2030. Et le centre-ville, la vie en 2030 aussi. Comment... Déjà, je l'imagine ouvert, déjà. Je l'imagine ouvert, je l'imagine en dehors de toutes nos crises sanitaires. Je l'imagine diverse comme il est aujourd'hui à Dijon. D'ailleurs, nous travaillons avec un cabinet sur le schéma de cohérence commerciale qui nous a fait savoir que Dijon, par rapport à d'autres collectivités de même taille, supportait mieux la crise en raison notamment de la diversité de l'offre. Car bien évidemment, ce que les collectivités recherchent aussi, c'est l'emploi, c'est la pérennité de l'emploi, c'est effectivement de l'activité économique, mais qui permettent à chacun de trouver sa place dans notre société et de trouver sa place dans notre ville. Donc, on l'espère ouvert, on l'espère effectivement un peu plus numérisé, mais j'ai trop d'intérêt et trop d'amour, même, je crois que je peux aller jusque-là, pour les relations humaines, pour dire qu'on a besoin que ce soit un outil supplémentaire qui soit au service de l'activité commerciale. De l'activité commerciale qui restera le lien entre le commerçant et le client. Et qu'aujourd'hui, l'omnicanal, le figital sont les termes de demain, de 2030, avec une formation de tous nos commerçants, avec des boutiques ouvertes diverses et variées, avec voilà, un développement de l'activité qui est nécessaire, parce que je crois que c'est le cœur de réacteur d'une collectivité, et que si le commerce va, tout va. Et puis avec des zones apaisées, parce que je crois que, en tout cas, on l'a vu à Dijon, on a un centre-ville piétonnisé qui permet des endroits de respiration et un partage de l'espace public et des familles qui viennent au centre-ville pour consommer. Voilà, je l'imagine, je suis assez fière du tissu commercial de Dijon. Donc, j'ai envie de dire que je l'imagine comme il est aujourd'hui, mais encore mieux. Le numérique aura sûrement avancé en 2030. Le gouvernement aura financé les formations de tous nos commerçants. Ils auront tous des sites qui pourront concurrencer tous les plus grands GAFA. Et on sera très fiers de consommer local. Et on sera très heureux dans un environnement sain et un environnement protégé avec, je l'espère, au-delà de la question du numérique, une vision environnementale de la consommation avec, par exemple, moins de lumière allumée dans les vitrines le soir pour pouvoir laisser la ville se reposer et en tout cas être dans une utilisation des outils raisonnés et raisonnables pour qu'on puisse tous ensemble avancer dans une société qui soit un tout petit peu moins consumériste et qui continue de faire la part belle aux relations humaines. Madame la maire adjointe, merci beaucoup pour... vous avez su vendre la ville de Dijon de façon remarquable et merci beaucoup pour toutes ces informations qui nous seront très utiles dans le cadre de nos éditions. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup.